par exemple, ben voilà, madame qui est ici, là. Vous êtes-vous demandé pourquoi vous étiez là ce soir? Oui, oui. Voilà. Mais ne me le dites pas. Ne me le dites. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Hein, c'est la première fois que je vois madame, donc il y a aucune. Vous m'avez jamais. Voilà. Alors, laissez-moi réfléchir. Je réfléchis, je me concentre. Voilà, je pense hein, aux alentours de 14h, 14h15, 14h15, peut-être que je me trompe, hein, mais il y a eu une pensée qui a germé dans votre esprit, et cette pensée, elle est née d'une source d'énergie, une molécule d'adénosine triphosphate qui s'est cassée, qui est venue nourrir un neurone, qui s'est excité, puis qui a passé, avec son potentiel électrique, un message aux autres neurones, c'est devenu une pensée. Alors, cette pensée, ça a été, tiens, je vais aller écouter ce truc parce que j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Bon. Mais d'où vient l'énergie de cette pensée? Elle vient du fait que hier, à 16h10, vous avez mangé une pomme, une Granny Smith. Je peux me tromper, mais je pense que c'est une Granny Smith. Et cette Granny Smith était dotée d'une forme d'énergie sous la forme de macromolécules, des sucres, qui sont venus nourrir votre pensée qui a fait que vous avez décidé de venir ici. Mais d'où vient l'énergie de cette pomme? Elle vient du fait que la pomme a été pendant un certain temps au bout d'une branche d'un arbre qui a capté la lumière du soleil. Et donc, c'est l'accumulation de la lumière du soleil pendant un certain temps qui a permis de faire ces petites piles que sont ces macromolécules qui ont nourri vos neurones, qui ont nourri votre pensée, qui fait que vous êtes ici ce soir. Mais d'où vient cette énergie du soleil? Elle vient du fait que le soleil, à sa surface, portait environ 6000 degrés et qui rayonne de la lumière. Mais d'où vient le fait que le soleil soit porté à 6000 degrés et rayonne de la lumière? Ça vient du fait qu'au centre du soleil, la température est de 15 millions de degrés. Et à 15 millions de degrés, lorsque deux protons qui ont tendance à se repousser parce qu'ils sont tous les deux chargés positivement se cognent, leurs quarks finissent par se rencontrer et trouver des atomes crochus. Et ils vont rester ensemble jusqu'à former de l'hélium. Et donc, une fusion nucléaire se produit au cœur du Soleil, qui nourrit l'énergie du Soleil. Alors, une fois le photon qui va emporter cette énergie formée dans le cœur du Soleil, il va lui falloir environ 1 million d'années pour arriver en surface, c'est assez long. Donc là, il faut quand même qu'on remonte un peu dans le passé maintenant pour aller trouver la source de l'énergie de votre pensée. Et il faut savoir qu'à chaque seconde, eh bien, il y a environ 600 millions de tonnes d'hydrogène qui est converti en hélium. Mais ces 600 millions de tonnes d'hydrogène qui sont convertis en hélium à chaque seconde dans le cœur du Soleil, eh bien, le résultat, ce n'est pas 600 millions de tonnes d'hélium, c'est 596. 4 millions de tonnes de la masse d'hydrogène initiale s'est volatilisée sous la forme de lumière. C'est le E égale mc2 d'Einstein. Il y a à peu près 0,7% du mc2 à chaque fois qu'il y a des réactions nucléaires dans le cœur d'une étoile qui se transforme en lumière et qui finit par être rayonnée. Ce que je veux dire, c'est que le Soleil perd 4 millions de tonnes à chaque seconde. Vous imaginez le régime? Moi, j'essaye de perdre 1 kilo, j'y arrive pas. Et lui, il perd 4 millions de tonnes à chaque seconde. Alors, bien sûr, il fait 2 milliards de tonnes, le Soleil. Donc 4 millions de tonnes, pour lui, c'est rien. Et donc, au cours de son existence, il peut se permettre de perdre ça à chaque seconde. Oui, il n'empêche que pour savoir pourquoi vous êtes là, il a fallu comprendre la source d'énergie de votre neurone, qui vient d'une pomme, qui vient de l'énergie du Soleil, qui vient de réactions nucléaires, mais qui a allumé ces réactions nucléaires au cœur du Soleil? Eh bien, le Soleil, avant qu'il soit allumé, a reçu une forme d'énergie qui ont abouti aux 15 millions de degrés au cœur du Soleil. Et cette énergie, eh bien, c'est la même énergie que ce que je vais faire maintenant. Je prends... Tiens, j'ai fait les... Voilà, pardon, ça c'était pas prévu, donc couper la connexion. Je prends ma main, je la soulève, d'accord, elle est en l'air, je viens de lui donner une énergie, et quand je vais la lâcher, elle va libérer cette énergie. Cette énergie que la main vient de libérer, sous la forme de chaleur, si on avait une caméra à infrarouge, on verrait qu'ici c'est en train de rayonner de l'infrarouge, du son a été émis, ma main a vibré, toute cette énergie-là vient d'une énergie qui était en puissance dans la main, que j'ai donnée à ma main en la soulevant,
C'est une énergie potentielle. Donc, une énergie en puissance peut donner de l'énergie qui se manifeste sous la forme d'une vitesse et d'un choc. Cette énergie-là, eh bien, elle a été donnée aux 2 milliards de tonnes de particules du Soleil au moment de sa formation. Il y a eu un acte qui a consisté à séparer toutes ces particules pour qu'elles tombent toutes les unes sur les autres et qu'elles aboutissent à 15 millions de degrés. Qui a fait ça? C'est ça la question. Et la réponse à cette question se trouve à Flagstaff. C'est un trou paumé aux États-Unis, et il y a des trous paumés aux États-Unis, mais Flagstaff, c'est le summum du trou paumé. Flagstaff, c'est le poteau avec un drapeau, c'est le nom de la ville. Vous imaginez, il y a un poteau avec un drapeau, c'est la seule chose qu'il y a d'original dans cette ville, alors que toute ville a un poteau et un drapeau, et ils l'ont appelé Flagstaff. C'était des scouts qui un jour étaient venus avec ça. Eh bien, pendant la Première Guerre mondiale, au cœur de la Première Guerre mondiale, Percival Lowell, qui était astronome, a demandé à un collègue qui travaillait pour lui, Vesto Slipher, il lui a dit, voilà, on va essayer de remonter à l'énergie qui a donné naissance au Soleil et au mécanisme qui a donné naissance au Soleil. On va essayer de trouver cette main qui a tout soulevé, on va le voir en action. Et pour ça, il a dit, on va observer dans notre galaxie, la Voie lactée, des soleils en formation, sous la forme de nébuleuses qui se tournent sur elles-mêmes jusqu'à donner naissance à une étoile, aux 15 millions de degrés, etc. Alors il a dit à Vesto Slipher, va au télescope. Il y a un télescope justement qu'a construit Percival Lowell à Flagstaff, et mesure-moi les propriétés de ces trucs-là. Et ce que fait un astrophysicien pour décoder la langue de la lumière, c'est qu'il décompose la lumière en spectres pour aller chercher les petits trous dans la lumière qui sont autant de signatures de la présence d'atomes. Et puis s'ils sont décalés vers le rouge, c'est qu'ils s'éloignent de nous, et s'ils sont décalés vers le bleu, c'est qu'ils se rapprochent de nous. Et Vesto Slipher était un professionnel de ce genre d'analyse. Ce qu'il faisait, c'était tous les jours de mesurer les vitesses à laquelle se déplaçaient les étoiles dans la Voie lactée, et c'était des vitesses d'environ 10, 15 km par seconde. C'est beaucoup. Les étoiles dans la Voie lactée s'agitent avec des vitesses de 10 à 15 km par seconde. Mais quand il a dû mesurer les vitesses de ces nuages dont Percival Lowell lui a dit qu'ils étaient les progéniteurs d'étoiles comme le Soleil, il n'y est pas arrivé, parce que la lumière était beaucoup trop diffuse. Alors, il a dû modifier les propriétés du télescope, polir telle partie, écarter telle partie, etc., travailler sur son télescope pour arriver à faire ces mesures. Et ces mesures, il les faisait avec ça. J'ai retrouvé l'appareil avec lequel il a fait ces mesures. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici. C'est un appareil avec quelques petites vis. Et l'idée, c'est que vous décomposez la lumière d'une étoile avec ces petits trous noirs qui vont être des absorptions de la lumière qui viennent des atomes dans la surface de l'étoile, comme le calcium, par exemple, qui a une signature bien particulière. Et puis, vous regardez une autre étoile et les petits raies d'absorption vont être décalés. Et vous faites tourner vos petites vis, ici, vous faites tourner votre petite vis pour ramener les deux spectres en face. Et s'il faut décaler de 2 mm, c'est que la vitesse est de 15 km par seconde. D'accord ? 2 petits millimètres avec ces petites vis micrométriques. Et puis quand il arrive à mesurer sa nébuleuse, qui est la région où doit naître un soleil, pour essayer de comprendre ses propriétés, il trouve ces petites raies en absorption. Et puis là, il fait 2 mm, 3, 4, 5, 6, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 7 cm. Il doit tourner la vis micrométrique de 7 cm pour arriver à faire ce qu'il faisait avec ses étoiles. Cela voulait dire que chacune de ces nébuleuses qui étaient censées être le lieu où naissait un soleil était en réalité des mini-univers qui s'écartaient de nous à des vitesses d'environ 500 km à chaque seconde. Des vitesses prodigieuses, si grandes que si jamais elles avaient été dans notre galaxie à un certain temps, elles n'y étaient plus maintenant, parce qu'elles allaient beaucoup trop vite. Il était confronté à quelque chose qu'il n'avait pas du tout attendu. Vesto Slipher
est l'exemple typique de la personne dont on ne parle pas et dont vous n'avez jamais probablement entendu parler, parce qu'il a eu ce que nous tous sommes capables de faire, la capacité de ne pas écouter une idée géniale qu'il venait d'avoir. En fait, on est tous imbibés d'idées géniales. Et par contre, on a appris, et on est devenus des maîtres dans cet art, à les éteindre, à ne pas les écouter. Alors voici la phrase que j'ai tirée de l'article de Vesto Slipher, qui est révélatrice. Vesto Slipher voit ce résultat-là et il dit, pardon, oula, je suis allé trop loin. Il dit, un peu plus tard, une explication provisoire de la prépondérance des vitesses positives de 500 km par seconde sera proposée. En fait, il a très bien compris ce qui se passait. C'était que tout foutait le camp. L'univers était en expansion. On est en 1917, bien avant ce que les livres d'histoire vous racontent, avec Edwin Hubble et tout ça. C'est lui qui l'a vu. Mais il n'a pas su accepter cette idée qu'il était face à quelque chose de complètement inattendu parce qu'il avait juste tourné une vis. Et là, il n'a pas été capable de donner la réponse et pourtant, il venait de trouver le Big Bang, qu'on a ensuite associé à Edwin Hubble, qui lui a repris les mesures de Vesto Slipher parce qu'elles étaient très délicates à faire et que Edwin Hubble n'a pas fait. Il n'a fait aucune mesure de vitesse. Edwin Hubble, qui est dans les livres d'histoire, les vitesses qu'il a utilisées pour mesurer l'expansion de l'univers viennent de Vesto Slipher et il ne cite pas Vesto Slipher. Et en réalité, c'est lui qui a fait cette découverte. Et maintenant, ce qui est troublant, c'est qu'il a trouvé la cause de l'énergie du Soleil. Il cherchait à voir le Soleil en formation et en réalité, en séparant les éléments de matière de l'univers, le trou noir, pardon, c'est trop tôt pour aller trou noir, l'univers, le Big Bang, a fait le même phénomène que celui que je fais lorsque je soulève cette main. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à lâcher et pas. Le Big Bang est un mécanisme qui a écarté la matière dans l'univers, a légué une énergie en puissance, une énergie potentielle, analogue à celle que ma main a ici au-dessus de la table avant que je la lâche. Et lorsque toutes ces particules sont retombées, à tel ou tel endroit, ça a donné naissance à des étoiles. L'énergie des 15 millions de degrés du Soleil vient du fait que la matière a été écartée. Et là, vous allez me dire, bon d'accord, alors ça veut dire que la dame qui est ici, si elle est là, c'est parce qu'il y a eu un Big Bang. Bon d'accord, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ok, on veut bien. Mais si vous voulez vraiment nous dire pourquoi la dame est là, il va falloir nous expliquer pourquoi il y a eu un Big Bang. D'accord, on va y arriver. Sachez que cette idée d'accepter le Big Bang n'est pas du tout évidente, puisque Albert Einstein lui-même ne l'a pas accepté. Donc, je reproduis ici une discussion qui a eu lieu au 5e congrès de Solvay en 1927 entre Georges Lemaître, qui est à droite, et Albert Einstein, qui est à gauche. Lemaître, avez-vous lu ma théorie publiée dans les Annales de la Société scientifique de Bruxelles ? Oui, je l'ai lu. Vos mathématiques sont parfaites, mais votre physique est abominable. Ce n'est pas exactement le genre de terme qu'on dit quand on parle de physique. Abominable, c'est-à-dire le signal est à moins de 3 sigma. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce qu'il faut vous êtes affecté par des systématiques ? Là, je vous donne des termes techniques, mais c'est comme ça qu'on parle entre nous. On ne dit pas abominable. Et l'autre lui dit, mais que pensez-vous de mon idée d'un atome primitif ? Ah non, pas ça. Ça suggère trop la création. Donc Einstein a vu que la solution des équations qu'il avait écrites, qui décrivaient l'univers avec un espace-temps malléable, avec cette idée de courbure de l'espace et du temps, avait très bien compris que ça impliquait un mouvement, une histoire de l'univers. Mais il ne pouvait pas l'accepter parce que ça ressemblait trop à ce que disait la religion. Et effectivement, cette idée d'un Big Bang a marqué les esprits. Fred Hoyle, dans une émission de la BBC qu'il animait, ici, le 28 mars 1949, dit la phrase suivante que j'ai traduite en français. « Les scientifiques aiment le Big Bang. Ils aiment le Big Bang parce qu'ils sont obnubilés par le livre de la Genèse. La première page de la Genèse est très profondément inscrite dans le psychisme de la plupart des scientifiques. » Fred Hoyle refusait cette théorie d'une expansion de l'univers parce qu'il pense
il pensait qu'elle avait germé dans l'esprit d'individus qui voulaient retrouver la création. Or, Georges Lemaître était un abbé. Et juste avant de trouver sa réponse, il a écrit un livre sur les 3 premières paroles de Dieu, et il cherchait le code de la création de Dieu dans les équations d'Einstein. Donc, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Et Fred Hoyle parlait d'un univers qui ne pouvait qu'être éternel et immuable, et un univers qui changerait, qui aurait éventuellement une naissance, un Big Bang, etc., ne correspondait pas du tout à sa vision du monde. Sauf que, voulant se séparer de cette illusion, qui est un premier niveau d'illusion de l'univers, c'est l'illusion d'un univers qui a une histoire avec un Big Bang, une sorte de mythe, eh bien, il est rentré à pieds joints dans le piège auquel il voulait échapper. En choisissant le terme de Big Bang qui est resté dans l'esprit des gens, alors qu'ils ne croyaient pas en cette théorie, il a repris la même recette que celle que vous trouvez dans toutes les grandes traditions pour nommer le chaos primordial à l'origine de toute chose, la première état du monde. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce terme qui est utilisé dans la Bible, par exemple. Vous vous rappelez du terme utilisé dans la Bible pour le chaos primordial? Comment? Tohu-bohu. J'ai entendu. Le tohu-bohu. Alors, parce que la Bible a été écrite en hébreu, et la première phrase, c'est Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz, et haaretz ayeta tohu vabohu, le tohu-bohu, qui est un terme qu'on utilisait, moi, quand j'étais petit. Ma mère me disait, c'était ta chambre, c'est un vrai tohu-bohu. C'est une façon polie de me dire, tu vas me ranger ça tout de suite. Donc voilà, le tohu-bohu. Alors voilà. Maintenant, vous connaissez probablement mieux le Huainanzi, le classique du prince de Huainan en Chine, qui est le texte traditionnel pour décrire justement ce chaos primordial. C'est le Huntun. Vous êtes tous d'accord. Alors, plus proche de nous, les Maoris en Nouvelle-Zélande, c'est Koré-Koré. Alors, prenez les Peuls en Afrique, Kala-Kala. Alors là, maintenant, vous allez remarquer, Kala-Kala, Koré-Koré, Huntun, Tohu-bohu, Big Bang. Le terme qui est utilisé pour décrire un désordre primordial, un chaos primordial à l'origine de toute chose, a une résonance sonore qui indique une symétrie, un principe d'organisation qui n'est pas encore manifesté, mais qui est là en puissance. Et là, Fred Hoyle, qui a voulu se démarquer de tous ces mythes dont il ne voulait pas qu'il récupère la science, il a plongé à pieds joints dedans et il a dit Big Bang. Et tout le monde a dit OK, on prend. Et à ce jour, je vous garantis qu'aucun scientifique n'est conscient qu'il est dans une mythologie. J'ai mes collègues qui vous raconteront que l'univers est né il y a 13,8 milliards d'années à partir d'un point, qu'il a une histoire, qu'il a grandi, que la lumière fut, etc. Alors que, en réalité, on ne sait pas si l'univers est fini ou infini. Ce dont on parle, c'est la croissance de l'horizon cosmologique, qui est la limite de ce qu'on peut voir. Et donc, on ne peut pas parler de début, on ne peut pas parler d'origine, on ne peut pas parler de grandir, on ne peut pas parler de première lumière, peut-être dans la partie qu'on voit. Et donc, on succombe à cette tentation du mythe, et finalement, Fred Hoyle a raison. Et aujourd'hui, par exemple, quand on parle de l'idée de multivers ou d'un univers infini dans lequel il y aurait notre bulle, finalement, vous avez un univers qui est exactement celui que lui proposait, qui est stationnaire, dans lequel il se passe tout ça. Donc on est bien dans la mythologie, dans une forme d'illusion. D'ailleurs, on croit qu'on a cessé d'être au centre du monde depuis un certain temps, alors qu'on n'a jamais cessé d'être au centre du monde. Jamais. C'est-à-dire qu'au début, le centre du monde, c'était l'arbre au milieu du village ou le totem. On peut appeler ça le lococentrisme, le lieu. Et puis ensuite, c'était la Terre qui était au centre du monde, le géocentrisme, je vous ai mis ici les tailles. Puis le Soleil, l'héliocentrisme. Mais très vite, quand on a dit on va décaler ça, le Soleil est au centre du monde, pas nous, on a mis le Soleil au centre de la galaxie, qui était tout l'univers. Donc là, on était dans un héliocentrisme galactique. Puis le centre du Soleil, on était dans un galactrocentrisme, le Soleil est au centre de la galaxie. Et aujourd'hui, on est au centre d'une expansion de l'univers et au centre de l'horizon cosmologique, qui est notre limite de vue, et on peut appeler ça un eurocentrisme. Donc, je passe assez vite pour vous dire simplement qu'on est en train de décrire un univers qui dépend de notre position centrale dans une vision qui est en réalité tout à fait liée à notre position dans le monde. Et il est possible qu'une partie de ce que je vais vous dire maintenant, soit liée à une forme d'illusion qui vient de notre propre position, notre point de vue central. C'est ce que certains proposent.
et qu'on s'est peut-être planté. Alors maintenant, je voudrais vous dire une deuxième chose, qui est, alors les profs de physique qui sont ici vont pas aimer, mais tant pis, je me venge. Parce que j'ai toujours eu ce problème. Quand on était en physique, le professeur vous expliquait, à partir des lois de la thermodynamique, donc les échanges de chaleur, il y a un second principe qui est troublant, qui est le suivant. Le principe est, l'univers, le monde évolue toujours vers plus de désordre. Vous avez dû entendre parler de ça. Toujours plus de désordre. Donc, quand je vois ma chambre, je suis d'accord. Mais par contre, ce qui me pose un problème, c'est que l'univers est né d'une explosion. C'est pas top pour ranger. Disons, si vous voulez ranger votre chambre, vous ne mettez pas une grenade. Ça ne range pas. D'accord ? Ça n'arrange pas les choses de faire exploser les choses. Et donc, comment voulez-vous qu'un élève puisse continuer de croire son prof de physique qui lui dit « Bon, écoute mon grand, on a fait exploser le tout, après ça a évolué vers plus de désordre, et voilà, on est là. » D'accord ? C'est-à-dire tout est bien rangé, on est bien, nos molécules sont parfaitement... L'ADN, il n'y a pas plus organisé que ça. Et donc vous trouvez dans certains livres de physique des gens qui vous disent bah, « En fait, c'est l'homme, la vie, l'organisation qu'on connaît, c'est une anomalie. Dans un monde qui va vers plus de désordre, bah, localement, vous avez le droit d'avoir un peu d'organisation parce que, bon, on a payé le prix globalement, donc on peut se permettre. » Mais de quel droit la physique peut-elle être violée localement et parce que globalement, les choses se passent comme ça ? Alors, une autre façon de poser la question, c'est de se dire, bah, en fait, nous, on est beau. On est beau. Parce qu'on est bien, on est organisé, prenez notre ADN, c'est magnifique. Prenez chacune de nos... On est magnifique, on est ce qu'il y a de plus beau dans l'univers, d'accord ? On est la beauté dans l'univers. Et la question, c'est comment l'univers a-t-il pu tendre vers plus de désordre et faire des êtres aussi beaux que nous ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, beau ? Je vais prendre la définition de François Tcheng de l'Académie française, qui a dit la chose suivante. En ces temps de misère omniprésente, de violences aveugles, de catastrophes naturelles ou écologiques, parler de la beauté pourra paraître incongru, inconvenant, voire provocateur, presque un scandale. Pour peu qu'on y songe, cependant, on ne manque pas d'être frappé d'étonnement. L'univers n'est pas obligé d'être beau. Pourtant, il est beau. La beauté reste un mystère. Après tout, l'univers pourrait n'être que vrai, c'est-à-dire fonctionnel et effectif. Pour pénétrer son mystère, je crois qu'il faut le relier à celui de l'unicité des êtres. Aucun être n'est identique à un autre, et cette absolue unicité de chaque être le transforme en présence, laquelle brille par l'éclat de sa singularité qui est à la base de toute beauté. Bon, c'est très bien écrit, mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit quoi, le monsieur ? Il dit que, parce que je sais, il y en a qui disent, je ne comprends pas. Il a commencé, ça explose, il y avait une pomme, elle l'a mangée, je ne sais même pas si la dame elle a mangé une pomme, tu sais si tu la connais. Qu'est-ce qu'il veut dire ? En fait, ce que je veux dire, c'est que la complexité de l'univers, transcrite en unicité des formes dans l'univers, c'est-à-dire que toutes les formes ne sont pas les mêmes, il y a une originalité de chaque forme, on va appeler ça de la beauté. Ce n'est pas un critère ni scientifique, ni philosophique, c'est juste pour nous une idée simple. Pour reprendre Dostoïevski, en plus, disons que la beauté sauvera le monde. C'est-à-dire qu'on va partir en quête de cette beauté-là, parce que tant qu'à être dans une illusion, autant qu'elle soit belle. Alors, l'unicité, si vous regardez une plage de sable, eh bien, tous les grains, on parle de sable, comme si c'était universel, mais en réalité, il n'y a pas 2 grains de sable qui sont identiques. Il n'y en a pas 2 qui sont identiques. Si vous zoomez dessus, prenez le temps, on va prendre une petite demi-heure, vous ne trouverez pas 2 grains identiques. Bon, on va faire un peu moins d'une demi-heure. Alors, maintenant, si vous faites l'univers, regardez les galaxies, il n'y a pas 2 galaxies identiques. Donc, nous, quand on regarde l'univers, on voit quelque chose d'une richesse incroyable et on est encore plus émerveillé que ce qu'on était quand on regardait la voûte céleste. Certains nous disent « Ah, mais vous qui coupez les cheveux en 4, d'abord, c'est pas vrai, quand on coupe les cheveux, on les coupe en bien plus que 4, tu vois. Je peux vous dire qu'on va très très loin dans la coupe. Mais l'univers est encore plus beau quand on le regarde. Il est en couleur, il a des formes différentes. Bon. Alors,
d'où vient cette idée, ce mythe, que l'univers va vers plus de désordre, et pourquoi c'est faux? Alors pour ça, je suis obligé de reprendre une expérience de physique simple, qui est l'expérience de la boîte avec du gaz dedans, parce que c'est l'expérience simple qu'on montre toujours pour expliquer ça. Donc vous avez des particules qui se déplacent, vous avez une paroi, puis de l'autre côté c'est vide, puis vous ouvrez, puis au bout d'un moment, les particules vont passer de l'autre côté. Et la question c'est, quel est le futur de ce système? Et là les gens réfléchissent. Alors je vais vous proposer deux options. Il y a l'option A et l'option B. Donc, d'accord. Vous allez me dire, alors je ne vous vois pas très bien, mais si je vous... Voilà, qui vote pour l'option A? Personne. Qui vote pour l'option B? Tout le monde. D'accord. Sauf qu'on vit dans un monde où il y a plein de poissons et il n'y a pas de raison qu'ils existent, en fait, des petits poissons comme ça. Alors, bien sûr, si vous laissez la boîte de gaz évoluer, vous pensez que ça va devenir ça. D'accord. Mais dans l'univers, la boîte de gaz, là, en fait, elle est très très grande. Elle mesure des milliards d'années-lumière. Puis dedans, il y a vraiment beaucoup de matière. Et alors, quand on prend une boîte de cette taille-là, ce qui se passe, c'est ni A ni B. C'est ça. Ça fait une boule. Pourquoi? Parce que la boule, si vous la regardez bien, quand elle chauffe, elle rayonne. Et quand elle rayonne, elle crée de nouvelles particules qu'on appelle les photons, à ne pas confondre avec les vrais, qui, eux, sont en voie de disparition. Mais les photons, eux, sont... Et donc, ça crée beaucoup de photons, ils partent dans tous les sens, et donc, vous multipliez le nombre de particules. En d'autres termes, si vous prenez une chambre qui a un lit et un livre, la probabilité de faire du désordre là-dedans, ça va être dur. Si vous mettez 150 livres, vous pouvez faire beaucoup de désordre. Eh bien, c'est ça l'idée. C'est que plus vous avez d'objets, plus vous augmentez ce qu'on appelle l'entropie de l'univers. En d'autres termes, l'évolution de l'univers ne va pas du tout vers plus de désordre. Elle va vers plus de lumière. L'univers tend vers toujours plus de désordre et pas la bonne phrase. La vraie phrase, c'est qu'il tend vers plus de lumière. Et donc c'est ça notre histoire. Notre histoire, c'est nous sommes les descendants d'un univers qui tend vers toujours plus de lumière et ce faisant nous a fait. Sachez que chacun d'entre nous, quand il reçoit une particule de lumière ultraviolette, rayonne 10 particules de lumière infrarouge, donc vous multipliez le nombre de particules, vous augmentez le désordre. Quand vous mangez une pomme, vous réduisez les macromolécules en micromolécules et vous augmentez le nombre de particules. Plus vous chauffez et vous rayonnez encore plus de matière, de lumière, etc. Donc en fait, on est des machines à bordel. On ne peut pas faire mieux que nous. Donc ce n'est pas la peine de dire que globalement on peut payer, etc., on est un miracle, etc. Non, on est des fouteurs de merde, à tous les sens du terme. Okay, donc il faut reconnaître notre vraie nature et c'est pour ça qu'on est beau. C'est pas contradictoire. Alors maintenant, il n'y a pas que nous. Il y a aussi l'univers, les galaxies. Donc on remonte les barreaux de l'échelle des distances cosmiques avec différentes techniques pour aller de plus en plus loin. La première, c'est la technique dite des parallaxes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour vous expliquer comment on monte cette échelle. Ce n'est pas une vraie échelle, hein, mais c'est qu'on mesure les distances un peu plus loin. Bien sûr, il n'y a pas d'échelle dans l'univers. Mais on utilise différentes techniques comme ça. Et alors, croyez-moi, je vais vous montrer maintenant la plus vieille galaxie de tout l'univers. C'est-à-dire la galaxie qui est... Alors c'est paradoxal parce que c'est la plus vieille galaxie, donc c'est la plus jeune. C'est-à-dire qu'en fait, la lumière a mis plus de temps à nous arriver, donc on la voit telle qu'elle était très jeune, 250 millions d'années après le Big Bang. La voilà. C'est cette petite boule, toute moche, et qui ressemble à ce truc. Et en fait, voilà, c'est ce qu'a fait l'univers, pas con. Il a dit, ok, le Big Bang a écarté les trucs, maintenant, je récupère l'énergie potentielle, je convertis ça en lumière, j'augmente le nombre de particules, et l'univers, depuis cette époque, des premiers instants où il n'y avait pas encore la première étoile, eh bien, n'a cessé d'augmenter le nombre de particules de lumière. L'univers va vers toujours plus de lumière. Tenez, au passage, la vie, c'est une étape vers plus de lumière, depuis un âge qui a duré 200 millions après le Big Bang d'années, avant qu'il y ait la première étoile et la première galaxie qui soient nées. Et la lumière, on peut dire que c'est la monnaie avec laquelle l'univers paye la beauté. Et la fabrication d'un être humain, pour nous faire, parce qu'il faut faire du carbone, de l'azote, de l'oxygène, etc., si vous prenez les différentes proportions de tout ça, eh bien vous pouvez calculer le prix que ça a coûté d'en fabriquer un comme nous. Et ça coûte environ 300 mégajoules. Donc, vous coûtez 300 mégajoules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant l'heure de ma présentation ici,
Ben, c'est équivalent à allumer 1400 ampoules de 60 watts pendant toute l'heure, chacun de nous. Donc on arrache. Ou porter une tonne d'eau à ébullition. Voilà, c'est ça. On a un coût en lumière, l'univers a payé. C'est pas gratuit un être humain. Et donc, dans l'univers, là, en ce moment, il y a des particules de lumière qui voyagent dans l'espace, qui sont celles que l'univers a générées pour faire vos atomes à vous et vous faire vous. On pourrait les retrouver. Ils sont là, ils flottent quelque part. Donc ça c'est comme ça que l'univers s'organise. Alors maintenant, on va rentrer dans le fait que c'est bien beau tout ça, mais de la même manière que la conscience, on s'en rend compte de plus en plus, se nourrit de l'inconscient, et que notre inconscient participe à la genèse de nos pensées, il y a un inconscient cosmique. Il y a une forme de matière, d'énergie, qui ne produit aucune lumière, mais sans lesquelles il n'y aurait pas de lumière. Alors ça, c'est un peu étrange. Pour le comprendre, je vais essayer de vous l'illustrer simplement. Ce schéma ici représente un peu l'histoire de l'univers. Vous avez le Big Bang à droite, puis ici, une période pendant laquelle régna une sorte de musique cosmique. C'est une période, et on est ici aujourd'hui avec la formation des galaxies, etc. Cette période-là, ça correspond à une époque où la matière était tellement concentrée. Alors là, ce dont je parle, c'est l'univers que l'on peut observer, et quand on remonte dans le passé, il était plus concentré, plus chaud. Il était tellement concentré dans cette période-là, qui a duré 380 000 ans, que à chaque fois qu'une particule de lumière était rayonnée, elle était absorbée par une autre particule de matière qui était juste à côté, tellement la densité était grande. Et donc, ensemble, ça faisait une sorte de mélasse, faite de matière et de lumière, et qui vibrait. Et des notes, des résonances particulières ont donné naissance à cette partition de la musique primordiale qui est, après toute cette époque de 380 000 ans de son cosmique, de musique cosmique, lorsque tout s'est arrêté parce que l'univers s'est étendu et que la lumière a commencé à pouvoir partir et à s'éloigner, eh bien, les notes de musique ont cristallisé. Elles sont restées là où elles étaient. Ça vibrait, et les endroits qui étaient un peu plus denses sont restés un peu plus denses. Ça a fait ces régions un peu plus, ces grumeaux que vous voyez ici, et les grumeaux vont ensuite se transformer en galaxies, en étoiles, en amas de galaxies, et vont donner toute la structure belle, en d'autres termes, de l'univers, et ça vient de ces résonances. Sauf que, si vous prenez ces petits grumeaux qui sont là, et vous laissez la gravité agir, eh bien, pas une étoile, pas une galaxie ne va naître. On s'est rendu compte qu'il manquait un ingrédient à la recette. C'est comme quand on demandait à ma grand-mère la recette de son poulet, eh bien, il manquait toujours un truc, il n'était jamais aussi bon. Elle faisait exprès pour qu'on aille chez elle. Sinon, on n'irait plus chez elle. L'univers, il nous fait le coup, il a peur qu'on comprenne et qu'on en refasse un autre. Et le truc qui manque, eh bien, en 1933, Fritz Zwicky a étudié un ensemble d'amas de galaxies, environ 1000 galaxies, et puis il a mesuré les vitesses des galaxies de la même manière que Vesto-Slipher l'avait fait. Et là, il s'est rendu compte que les galaxies se déplaçaient les unes vis-à-vis des autres à environ 4 millions de km/h. Or, elles étaient toutes concentrées dans une région de l'espace qui montrait qu'elles étaient solidaires. Vers le centre, il y avait une plus grande quantité de galaxies, puis quand on allait vers le bord, il y en avait moins. Ça prouvait que tout ça était soudé par la gravité, mais avec 4 millions de km/h. Donc là, il s'est dit, y a-t-il assez de matière dans les galaxies, telle que je peux la déduire de leur quantité de lumière, pour retenir des galaxies qui se déplacent à 4 millions de km/h? Et il a vu que non. Non, il en fallait beaucoup plus. C'est la notion de matière noire, qu'il a appelée Dunkle Materie en allemand. Puis, en 1970, là c'était en 1933, on a commencé à regarder la vitesse à laquelle les étoiles tournaient dans les galaxies, et on s'est rendu compte qu'elles tournaient elles aussi beaucoup trop vite, et qu'elles devraient quitter les galaxies, et donc il fallait aussi invoquer de nouveau plus de masse que ce qu'on voyait. En fait, quand on regarde l'image que je vous ai montrée là, ce qu'avait dit Fritz Zwicky, c'est que le meilleur moyen de mesurer la masse de ces galaxies, ça ne serait pas uniquement de regarder leur quantité de lumière, ça serait de voir comment elles déforment l'espace-temps, parce que lorsque l'espace-temps est modifié par la présence de masse, ça déforme les images d'arrière-plan.
Regardez, vous avez vu ce truc là à droite? Je vais zoomer dessus. C'est un espèce de serpent cosmique avec une tête là, et c'est quelque chose qui est complètement anormal, un serpent cosmique. En réalité, c'est une seule galaxie que vous voyez ici, qui est reproduite ici, 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 qui est vue plusieurs fois. C'est une autre forme d'illusion qu'on va utiliser pour mesurer la quantité de matière qui est là. Ici, vous voyez quelques galaxies, mais pour courber l'espace de sorte à ce que cette image d'une galaxie de derrière vous donne cette impression d'un serpent, eh bien, il faut beaucoup, beaucoup plus de masse que ce qu'on voit dans les galaxies. Et là, on peut calculer combien il faut. Et globalement, il faut 6 fois plus de masse que tout ce qu'on observe dans l'univers. C'est ce qu'on appelle la matière noire. Une forme de matière qui ne produit pas de lumière, qui ne ressent pas les effets de la lumière, qui ne chauffe pas et qui courbe l'espace-temps. Et je voudrais vous indiquer quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue psychologique, surtout aussi pour les jeunes scientifiques qui sont ici. C'est l'évolution du taux de citation de la découverte de Fritz Zwicky, puis de ses successeurs. J'ai une idée en tête, donc je vais essayer de vous conduire à cette idée-là. Ici, vous avez un nombre, et ici, vous avez une année, 1929, 40, 51, etc. Et puis, vous avez ici, vous voyez une évolution d'un histogramme. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en 1933, en 1933, Zwicky publiait son article, et vous voyez, il n'y a aucune citation. Il dit, oh là là, il y a beaucoup plus de masse que ce qu'on voit, l'univers est différent de ce qu'on croit, personne ne le cite. En 70, on voit que les étoiles tournent tellement vite qu'elles devraient partir des galaxies, il faut plus de masse, personne ne cite. Et puis les stations montent là. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ce qui s'est passé, en fait, je l'ai découvert par hasard parce que moi je voulais vous montrer au début, la première fois que j'ai fait ça, je voulais montrer que les stations montaient là, parce que là on commençait à y croire. Puis en fait, c'était pas du tout ça. Et j'ai réalisé, oh là là, je suis déjà à la fin du film, j'ai réalisé que, en fait, c'est le moment où on a commencé à avoir une théorie pour expliquer quelle pourrait être la nature de la matière noire qu'on a commencé à y croire. On a vu l'objet qu'à partir du moment où on pouvait imaginer qu'il existait un objet selon certaines théories. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on vit en tant qu'astronome. Si vous voyez quelque chose sur un télescope qui ne colle pas avec vos théories, c'est très difficile de le publier, voire impossible. Et ça, c'est délicat. Alors bien sûr, il ne faut pas partir dans des... parce que parfois, c'est juste de la lumière on peut voir des fantômes en prenant des photos, parce que vous avez de la lumière parasite qui réfléchit sur le bord d'un appareil photo, donc vous n'allez pas dire « j'ai pris la photo d'un fantôme ». C'est des conneries. Mais parfois, vous faites toute l'analyse qu'il faut, de façon propre, et il reste quelque chose. Et là, vous avez envie de le dire. Eh bien, si vous n'avez pas la théorie. Donc là, à partir du moment où on a eu une théorie, qui était l'idée de matière noire froide, qui venait de la physique des particules, où on avait commencé à réaliser qu'il pouvait exister des particules très massives, 1000 fois plus massives que le proton, typiquement, qu'on appelle des WIMPs, des Weakly Interactive Massive Particles, c'est-à-dire ça veut dire mauviette en anglais, WIMP, mais c'est aussi l'acronyme de ces particules qui agissent très peu et dont les physiciens des particules avaient besoin pour expliquer certains mécanismes. Et donc là, tout d'un coup, paf, si ça peut exister, donc on peut le voir, donc il l'a vu. Vous voyez à quel point un scientifique doit avoir l'esprit tordu. Sinon, il n'est pas recruté. Donc je suis tordu puisque je suis recruté. Je le reconnais. Et je dis à mes étudiants, quand je vous dis que cette idée est mauvaise, vous me dites oui. Il ne faut pas y croire. Vous continuez sur votre voie. Mais vous me dites oui à moi parce que moi je suis trop vieux. Alors, maintenant, parce que je sais bien que je suis passé à côté d'idées comme Slipher, des conneries, mais on passe à côté. Et donc j'espère que les étudiants ne vont pas faire ça. Donc s'il y a des jeunes dans la salle, quand vos profs vous disent c'est une connerie, ils disent oui. Mais vous continuez d'y penser. Alors, maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, vous prenez votre univers primordial, vous laissez la gravité agir, il ne se passe rien. En fait, pour résoudre ça, et c'est là la clé de la matière noire par contre, il y a un moule. Il y a un moule. Alors, ce n'est pas un moule comme ça dans la réalité, mais c'est un creux de gravité qui est produit par la matière noire, qu'on ne voit pas dans l'image du fond diffus que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est que la matière noire courbe l'espace, et la matière normale coule dedans. Et les gâteaux, c'est les galaxies. Donc, j'adore manger, donc c'est...
on a tous une façon de voir les choses qui est propre à chacun. Et donc moi, si on me parle de gravité, je pense à bouffer. Et donc voilà. Donc ça coule, et c'est pas grave. La gravité, c'est pas... Alors, donc, les puits gravitationnels de matière noire qui font ça. Donc voilà, c'est comme ça. Donc la matière noire, c'est l'inconnu de la physique qui va permettre d'expliquer la formation des galaxies, d'expliquer les courbes de rotation des galaxies, d'expliquer les amas de galaxies. En gros, c'est comme en mathématiques, vous avez une équation avec une inconnue, mais sauf que, en fait, vous avez plusieurs équations, mais elles ont toutes la même inconnue. Donc il faut qu'avec une seule inconnue, par exemple une particule d'une certaine masse, vous expliquiez tout. Donc c'est là que ça devient compliqué, parce qu'il n'en faut qu'une. En d'autres termes, pour ceux qui ont vu le film Barton Fink, c'est un type qui a des idées géniales, mais qui arrive à Hollywood pour écrire un scénario, et il n'a rien, plus d'idées. Jusqu'à ce qu'un type lui dise « Peux-tu me garder cette boîte ?» Et il lit dans le journal qu'il y a un type qui coupe des têtes. Et la boîte a une taille de tête. Et à partir de là, il ne sait pas ce qu'il y a dans cette boîte, mais toute son imagination se développe, et il écrit en une nuit tout le scénario qu'il voulait écrire. Et bien ça, c'est la matière noire. Et ben, depuis qu'on imagine l'existence de la matière noire, il n'y a pas un jour sans qu'il sorte des dizaines de théories pour expliquer si elle existe, si elle n'existe pas, si on a des théories alternatives, etc., etc. Ça n'arrête pas. On a essayé de la détecter au LHC, le Large Hadron Collider, le détecteur de particules capable de reproduire les conditions quasi initiales du Big Bang en donnant une énergie très forte à des particules qui se collisionnent. À rien. Échec total. Déprime de mes collègues physiciens des particules. Après, on a utilisé une autre technique, qui est la technique de l'homme invisible. Donc vous avez un homme invisible qui est là. Il n'est pas là, mais on imagine qu'il y a un homme invisible qui est là. En fait, il n'est pas là. Et donc, mais on imagine. Donc il y a un homme invisible qui est là. Bon. Je prends ça, je le jette. D'accord ? Si ça rebondit et que ça fait aïe, c'est qu'il y avait un homme invisible qui était là. Bon, un physicien aussi, ça doit avoir l'imagination. D'accord ? Donc, ce que font les physiciens, c'est qu'ils font exactement ça. Donc l'homme invisible, c'est la matière noire. Et la matière noire, en fait, on baigne dedans. Elle est partout, elle est là. Elle est partout. Mais nous, on se déplace, la Terre tourne autour du Soleil, et le Soleil et la Terre tournent autour du centre de la Voie lactée. En d'autres termes, pas besoin d'envoyer des trucs, c'est nous qui sommes dans un vaisseau spatial qui se déplace dans un bain de matière noire. On est comme des conducteurs de voitures qui se déplacent dans un nuage de moustiques. Et donc, vous faites 3 km, vous calculez le nombre de moustiques que vous avez sur le pare-brise, et vous savez à peu près combien de moustiques par centimètre carré dans l'air. Voilà. Donc, il y a un vent de WIMPs qui va taper dans le pare-brise. Donc c'est comme ça qu'on essaie de détecter la matière noire. On se déplace, la matière va cogner, paf, et alors soit ça fait des étincelles, soit ça chauffe, etc. On a mis des détecteurs souterrains, on a fait des tas de trucs super sophistiqués. On n'a rien vu. Ça, c'est super gênant parce qu'en fait, on met un super longtemps à expliquer un truc pour dire que ça ne sert à rien. Et mon beau-père, il aime bien me dire que, en fait, tu ne devrais pas parler des choses qui n'apportent rien. Mais bon, en même temps, en même temps, les échecs pour nous, c'est des résultats parce qu'on peut dire que c'est pas ça. Mais enfin bon, ça peut durer très longtemps comme ça. Et on s'en fout, on est payé pendant ce temps-là. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, le truc, c'est que, en fait, il y a des Italiens qui n'ont pas joué le jeu. Et eux, ils ont dit, on l'a vu. Alors pourquoi ? Parce que, en fait, vous attendez un truc particulier. C'est-à-dire que la Terre et le Soleil tournent autour du centre de la Voie lactée, comme ça. Mais la Terre, comme elle tourne autour du Soleil, quand elle tourne dans le même sens, en fait, globalement, elle se déplace un peu plus vite dans le nuage de moustiques. Et puis quand elle tourne à sens inverse, elle se déplace un peu moins vite. Donc elle se déplace un peu plus vite autour du 2 juin et un peu moins vite autour du début décembre. Et quand elle se déplace plus vite, ils ont détecté plus... Alors, ils détectaient des trucs qui se cognaient. Mais sauf que la plupart du temps, c'est de la radioactivité naturelle des roches, c'est des rayons cosmiques, etc. Donc des particules qui ne sont pas la matière noire. Mais la signature de la matière noire, c'est que si c'est de la matière noire, alors on devrait avoir plus de collisions avec le détecteur lorsque la Terre se déplace dans le même sens que le Soleil. Et voilà, c'est ce qu'ils ont vu. Donc ils ont dit, voilà, c'est bon, on l'a trouvé. Problème, c'est que toutes les expériences qui ont été faites par d'autres, avec des sensibilités 1000 fois meilleures, n'ont rien vu. Donc les autres ont dit aux Italiens, ok, donnez-nous vos données, on va les réanalyser pour vérifier ça. Les Italiens ont dit non, c'est nos données, mais c'est pas pour donner. Même si ça se dit donner. Et
Et en plus, ils utilisaient des cristaux de iodure de sodium, il n'y avait qu'eux qui savaient les faire, donc ils étaient tranquilles, personne ne pourra vérifier. Alors maintenant, il y a des gens qui savent faire des cristaux de iodure de sodium, ils sont en train de faire 2 manips, une dans l'hémisphère sud, une dans l'hémisphère nord, pour refaire le truc italien, pour voir si c'est vrai ou faux. On est en train de refaire le truc. Bon voilà, donc j'ai pas encore le résultat. Donc pour l'instant, on pense que c'est du bluff et que les Italiens disent que des conneries. Mais si par contre, ils ont raison, ben là on est parti pour être ridicule. Parce que le nombre de fois on aura parlé de la matière noire, ce grand mystère qui nous fait réfléchir à des théories nouvelles, etc., alors qu'ils avaient déjà trouvé depuis longtemps. Bon. Alors après, il y a d'autres idées. Il y a des gens qui disent, mais en fait, puisqu'on ne trouve pas la matière noire, c'est qu'elle n'existe pas. Et donc, en fait, on est dans une situation qui est analogue. Vous connaissez cette histoire, mais tant pis, je la raconte encore, moi je l'aime bien. Alors, c'est un type qui va chez le docteur et qui dit, voilà, j'ai mal partout, docteur, qu'est-ce que j'ai ? Le docteur dit, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Bah, j'ai super mal au nez, vous voyez, quand j'appuie, là, j'ai super mal au nez. Bon. Et le genou droit, quand j'appuie, j'ai super mal. Et là, le coude, là, quand j'appuie, mais qu'est-ce que j'ai mal ? Alors le docteur, il se met à écrire. Vous savez ce que j'ai, docteur ? Oui, oui. Mais qu'est-ce que j'ai ? Ben, vous avez le doigt cassé. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est possible qu'on ait la gravité cassée. Parce qu'on reçoit des particules de lumière de l'univers, et avec elles, on déduit des vitesses, des petits décalages avec les quelques centimètres ou des millimètres, etc. Bon. Et ces vitesses viennent de l'attraction gravitationnelle. Et on en déduit qu'il faut plus de masse. Mais si la loi de la gravité était un peu différente de ce qu'on pense, bah là, il n'y aurait plus de matière noire. Alors les types ont commencé à développer des théories. Et parmi ces théories, il y a des théories aussi qui expliquent... Enfin, il y a des grandes familles de théories, donc je n'ai pas le temps d'en parler. J'en parle dans mon bouquin, mais c'est un peu compliqué. Mais laissez-moi vous dire que la généralisation de ces théories, quand on les applique à la théorie d'Einstein, prédisait le fait que la gravité se déplaçait moins vite que la lumière. Or, le 17 août 2017, 2 étoiles à neutrons ont fusionné l'une avec l'autre, ont généré ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire une déformation de l'espace-temps, qui se sont propagées jusqu'à nous, et lorsqu'on les a détectées, eh bien, elles sont arrivées à 1,7 secondes d'écart avec la lumière, ce qui peut paraître beaucoup, mais comme il y a des centaines de millions d'années-lumière entre les deux, et que le phénomène s'est produit quasi en même temps, ce qui est devenu ici un sursaut gamma, eh bien, en d'autres termes, la lumière et les ondes gravitationnelles se déplacent à la même vitesse, à 10 puissance moins 15 près. C'est-à-dire vraiment la même chose, et ça rejette complètement toutes ces théories-là, la plupart de ces théories-là. Quand ces résultats est tombé, je dînais avec un collègue théoricien qui travaille sur des théories comme ça. Il allait publier une autre de ces théories comme ça. Il était sur le point de pleurer. Comme c'est un adulte, il n'osait pas. Et il m'a dit, je crois que je vais démissionner. Et il était sérieux, parce qu'on venait de lui foutre en l'air. C'était toute son existence. C'est-à-dire, il pouvait imaginer ce qu'il voulait, et on n'irait jamais vérifier. Parce qu'il fallait une précision ultime. Qui pouvait imaginer qu'une explosion produisant des rayons gamma serait détectée avec des ondes gravitationnelles, avec des centaines de millions d'années-lumière ? C'était un truc complètement incroyable. Jamais il aurait imaginé ça, sinon il n'aurait pas fait ce métier. Le type, sa théorie a été invalidée. Normalement, c'est ça de la vraie physique, mais lui, il a été un peu choqué parce qu'il ne s'y attendait pas. Alors, est-ce que ça veut dire que la matière noire n'existe pas parce qu'on ne l'a pas détectée ou que les théories ne sont pas les bonnes ? Notre objectif, c'est de trouver la matière noire. Sachez ceci d'un point de vue historique. C'est que le neutron a été prédit, son existence, 12 ans avant sa détection en 1932. Le neutrino, on a prédit son existence, il a été détecté 26 ans après. Le boson de Higgs a été détecté 50 ans après avoir été prédit. Eh bien, la matière noire sera détectée en 2033, le 14 février à 15h15. Ça, c'est de la science. Qui peut prouver que j'ai tort ? C'est simplement un raisonnement logique, vous faites y égale à x plus b, vous trouvez ça, il n'y a aucun souci. Ayant résolu le problème de la matière noire, on va passer maintenant... Il me reste 3 minutes, il me reste combien ? Ça va ? De toute façon, si vous partez, je ne vous vois pas. Alors, non mais restez, j'ai encore des trucs. Donc, voilà. Alors après, il s'est passé un truc bizarre.
C'est-à-dire que vous imaginez un scientifique dont le gros de l'univers est fait d'une matière dont on n'a aucune idée de ce que c'est, qui doit justifier de demander des financements, et sachant que les expériences qu'il faudrait faire pour le détecter sont inaccessibles. Et là, un d'entre eux est chez lui en train de mesurer le ralentissement de l'univers, parce que le Big Bang a fait pouf comme ça, bon, mais il y a la gravité qui fait que quelque chose s'attire, donc l'expansion ralentit. Et il le mesure. Sauf qu'il mesure aussi un autre truc, c'est que il regarde donc pour ça, pour l'échelle des distances cosmiques dont je vous parlais, il utilise les explosions d'étoiles, les supernovae. Vous voyez une galaxie, alors comme elle est loin, ça fait un blob. On ne le voit pas bien. Et puis vous voyez, à côté du blob, là, il y a un petit point qui n'était pas là et qui est là. Et bien, c'est simplement le fait qu'une seule étoile de la galaxie a explosé, a brillé autant que 1 milliard d'étoiles, et on peut mesurer la lumière de cette étoile. Et comme on sait qu'elle rayonne une certaine quantité d'énergie, 10 puissance 51 erg, eh bien, si elle apparaît faible, c'est qu'elle est loin, si elle apparaît brillante, c'est qu'elle est proche. Et on peut calculer les distances. Et on peut comparer ces distances à ce que le taux d'expansion de l'univers prévoit. Alors la ligne rouge qui est là, vous avez le passé, il y a 140 millions d'années, il y a 1,4 milliard d'années, il y a 8 milliards d'années, et puis là c'est un écart entre ce qu'on voit et ce qu'on attend. Bon. Enfin, c'est entre la magnitude, c'est ce qu'on voit et ce qui est intrinsèquement émis. Mais ce que je vous demande de regarder, simplement, les points, c'est ce qui a été mesuré. Chaque point, c'est une supernova. Vous avez des petits points noirs, comme ça, et vous avez une ligne rouge. Et je suis sûr que vous dites, bah, la ligne rouge, elle passe pas mal. C'est pas mal. C'est rare d'avoir des trucs aussi bien que ça. Donc, mon modèle est bon. Je peux vous dire que je reçois tous les jours des gens qui ont des théories, qui me disent, vous avez des problèmes, moi je les ai résolus. Voilà ma théorie. Et eux, ils ont des lignes qui passent à des différents endroits. Ils me disent, ouais, c'est pas mal, et ils croient qu'ils ont théorie. Mais le vrai travail du scientifique, c'est de se dire qu'en fait, non, ça passe pas bien. Parce que ces petits points-là sont tous au-dessus de la ligne rouge, de 30%. C'est rien. Seulement le problème, c'est que lorsque Adam Riess a vu ça, sa femme l'attendait pour aller dîner chez les Jones. Et, alors je dis chez les Jones, j'en sais rien, mais il devait aller dîner chez quelqu'un. Ça c'est vrai, mais je ne sais pas chez qui. On va dire chez les Jones. Il lui dit, mais attends, en fait, juste 2 secondes, parce que... Elle dit, non mais les Jones, en fait, il faut être à l'heure chez les Jones, parce que tu sais, la dernière fois, ils n'étaient pas contents. Il dit, oui, mais je vais quand même envoyer un mail à mes collègues, parce que là, j'ai vu un truc qui est bizarre. Donc, il voit ça. Et il leur envoie ça, et voilà ce qu'il dit. Quand vous lirez ce qui va suivre, ce qu'il a déduit de ça, et la phrase qu'il a dit, c'est « Ne croyez pas ce que votre cœur et votre raison voient, mais ce que vos yeux voient. » Parce qu'il sait très bien qu'ils vont arriver avec leurs trucs qui bloquent les idées géniales. Puisqu'il sait que c'est des collègues. Donc, ils ont été embauchés pour ça. Fritz Zwicky qui avait découvert la matière noire, pour vous dire le niveau d'abrutisme. Fritz Zwicky qui avait découvert la matière noire a dit de ses collègues que c'est des abrutis sphériques. Et quand on lui disait, mais pourquoi sphérique, il disait, parce qu'en fait, quel que soit l'angle sous lequel vous regardez, ils sont aussi abrutis. Donc c'est des professionnels. Et lui, il sait à qui il a affaire, c'est ses collègues. Et donc il leur dit ça. Alors pourquoi ? Parce que ces 30% d'écart, ça veut dire que tout l'univers, il est face au même truc que Vesto-Slipher, mais une deuxième fois. Et là, je reviens à la question que vous m'aviez posée tout à l'heure, mentalement. Vous m'avez dit mentalement, d'accord, mais la dame est là parce que l'énergie du neurone vient de la pomme qui vient du soleil et le Big Bang. Alors, vous n'avez pas dit d'où vient l'énergie Big Bang, donc on ne sait pas pourquoi la dame est là. D'abord, c'est personnel. Et donc, si la dame ne veut pas vous dire pourquoi elle est là, c'est son droit. Mais il y a une deuxième raison, c'est qu'en fait, pour pouvoir savoir quelle est l'origine du Big Bang, il faudrait qu'on puisse y aller sur place. Ça, c'est le rêve de tous les astrophysiciens, de voir le Big Bang en action. Eh bien, depuis que ce type a vu ce petit truc, c'est peut-être devenu possible. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a un autre Big Bang qui est en cours, qu'on appelle la nouvelle inflation. L'espace-temps est en train de gonfler au lieu de ralentir, d'accélérer son expansion. Et si on projette ça dans l'avenir, c'est exactement le même mécanisme que le Big Bang. Un nouveau Big Bang.
Et là, on peut étudier la source de cette énergie-là en direct. Et on a un satellite qui va être lancé en 2022 qui s'appelle Euclide, dont l'objectif, c'est exactement de mesurer ça. Et ça, c'est le rêve de tous les astrophysiciens, et on va pouvoir enfin le faire. Si je fais un bilan du contenu énergétique de l'univers, vous avez la matière normale qui est analogue aux feuilles d'un arbre. Vous voyez, quand vous voyez un chêne comme ça, vous voyez que les feuilles, c'est la partie visible. Mais derrière, il y a des branches qui nourrissent, c'est les moules de matière noire qui font que la matière va donner naissance à la galaxie. 27% de matière noire. Et puis, le tronc qui grandit et qui est encore plus d'énergie, et qui fait tenir le tout et qui sépare tout ça, c'est l'énergie noire. Cette énergie noire, c'est le nom qu'on donne à une forme d'énergie qui est responsable de ce nouveau Big Bang, de cette nouvelle inflation. Alors, pourquoi dit-on noir? Pour deux raisons. La première, c'est parce que ça ne fait pas de lumière. Et la deuxième, c'est parce qu'on ne comprend pas. Et donc, quand on ne comprend pas, plutôt que de dire « je ne sais pas », on dit « il s'agit d'une forme d'énergie noire qu'on peut écrire oméga lambda, dont on peut calculer la densité et la pression. On peut calculer l'équation d'état si elle se comportait comme une forme de quintessence. Et si elle était comme une forme de quintessence, dont bien sûr la masse de Jeans serait énorme, sinon, bien entendu, on l'aurait déjà vu rayonner. Et son couplage électromagnétique serait beaucoup trop faible pour être vu. Et bien voilà, c'est ça qu'on dit. Mais en réalité, on n'en sait rien. On n'en sait strictement rien. Donc si vous le lisez, vous ne comprendrez pas. Alors, Freud avait prévu le coup. Il avait dit l'homme avance à coups de blessures narcissiques. Et je voudrais faire le lien avec ce qu'il a dit, vous allez voir pourquoi. Dans son introduction à la psychanalyse, il a dit « Dans le cours des siècles, la science a infligé à l'égoïsme naïf de l'humanité 2 graves démentis. La première fois, c'est quand elle a démontré qu'on n'était pas au centre du monde. Ça, c'est la révolution copernicienne. La deuxième fois, c'est quand elle a démontré qu'on n'était pas au centre historique du monde, c'est-à-dire l'aboutissement de l'évolution des espèces, Darwin. Donc, au début, c'est le centre géographique, paumé. Ensuite, centre historique, paumé. Et après, il a dit, bon, après, il y a moi, Sigmund, on n'est même pas au centre de commande de nos émotions. C'est l'inconscient. 3e blessure. Maintenant, il y a une 4e blessure, c'est que l'univers serait fait de substances qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire qu'on n'est même pas au centre de gravité de l'univers. On n'est même pas au barycentre de l'univers. Et donc, c'est une nouvelle blessure narcissique où on est, pour la première fois de notre histoire, capable de quantifier avec une précision infinie notre ignorance. Et donc, là, maintenant, on commence à rentrer dans l'autre monde. Georges Braque a dit « L'art est fait pour troubler, la science rassure ». Ben mec, ça c'était avant, parce que maintenant, la science, elle nous dit que le monde est fait à 95% d'un truc inconnu, donc l'art, c'est nous. D'accord? Toi, ton art, ça trouble un petit peu, mais nous, ça trouble beaucoup. En plus, le cubisme, alors ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'au moment où il a développé le cubisme, il a dit, il voulait se libérer de la perspective, qui était trop avilissante, parce qu'il y avait un seul point de vue. Mais comment donner à une toile un point de vue multiple? Le seul moyen, c'est de donner un sens physique à l'espace. Donc, l'espace est devenu un objet matériel qu'on a représenté avec le cubisme. Mais au moment où il a fait ça, là, le tableau 1910, violon et chandelier, à ce moment, Einstein développe la relativité générale, où il se libère du point de vue de l'observateur pour avoir une description de l'univers indépendante du point de vue. Son objectif est le même, c'est de décrire non pas la toile, mais l'univers indépendamment du point de vue. Et c'est le seul moyen de le faire, c'est que l'univers devienne physique. Alors, ça c'est extrêmement intéressant. Certains vont encore plus loin en disant, mettons des petits cubes, c'est ce qu'on appelle la gravitation quantique à boucle. On va dire que l'espace est comme une plage et qu'en fait il est quantifié cet espace. Donc ça c'est une théorie qui va encore un peu plus loin, qui est peut-être vraie, peut-être fausse, on n'en sait rien. Aujourd'hui, en tout cas, on est confronté à une science qui trouble, et moi je trouve que c'est très bien. Et ce que disait Gaston Bachelard, c'était que parfois notre connaissance est la source de la limitation à laquelle on est confronté, donc il faut être capable de voir autrement. Alors il donnait 4 recettes. 1, se libérer de ses préjugés. Par exemple, tout va vers le désordre. 2, éviter les habitudes intellectuelles. Par exemple, je suis super bon, il n'y a pas de raison que je me trompe. Se remettre sans cesse en question. 3, refuser les arguments d'autorité. Par exemple, si le prof de physique vous dit que 1 plus 1 égale 2, vous dites non, ça fait 3. En fait, des fois, c'est vrai, en plus. Mais attendez d'avoir votre diplôme. 4, laisser sa raison inquiète.
Ça, c'est de garder une question ouverte. Je vais vous donner juste un exemple. J'étais allé à un congrès, la remise du prix Crawford en Hollande, il y avait le roi de Suède, tout ça, c'était un truc super. Et puis j'avais découvert un papier qui trouvait une chose qui était incroyable, c'était un trou noir qui rayonnait sous la forme d'un quasar, mais normalement il était en train de manger une galaxie, puis il n'y avait pas de galaxie autour. Donc c'était un mystère. Donc je cite ça, et puis après avoir cité ça, je discute avec un collègue qui est spécialisé des trous noirs, il me dit « ça y est, j'ai la réponse ». Et puis il me sort une théorie. Il n'a pas réussi à rester 3 secondes animé par la question. Il est tout de suite tombé dans la réponse. Le fait de vivre dans la question, pour moi, c'est ça l'enseignement de la recherche, c'est que c'est une tension, or la vie est une tension, qui est fondamentale si on veut voir autrement, si on veut voir quelque chose qu'on ne voit pas. Si on s'endort dans la réponse, ça aide à dormir, bon, c'est vrai que je dors mal, mais ce n'est pas une source de vie. Et donc, la question ouverte, laisser la raison inquiète, c'est bon d'être inquiet. Moi, ça m'arrive des gens qui me disent « Ah, je ne comprends pas, je suis stressé, je ne comprends pas, c'est un problème, je ne comprends pas. » Je dis « C'est fantastique. Il faut continuer. Je peux vous souhaiter que de souffrir encore un peu plus. » Voilà, donc je vais conclure là-dessus en vous disant que, pour faire la pub sur mon livre, on regarde l'univers au travers de nos théories. Qu'est-ce qu'on verra quand on les changera? Malheureusement, dans le livre, je ne vous donne pas la réponse définitive, je ne vais pas vous mentir, mais au moins, je vous aide à poser la question. Voilà, merci. Ah, mais ils sont encore là. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a des micros. Bonjour et merci pour cette conférence passionnante. Quand on parle d'énergie sombre, je repense à Einstein et à sa constante cosmologique. Est-ce qu'il n'avait pas, pour de mauvaises raisons à l'époque, finalement prédit un peu l'énergie noire, puisque ça y ressemble quelque part? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors, pour mettre tout le monde au courant, lorsque Einstein a réalisé qu'un univers soumis à une seule interaction à distance qui est attractive était instable, et que l'univers tel qu'il le voyait était stable. Il ne connaissait pas les autres galaxies à ce moment-là, et donc il ne connaissait que notre galaxie qui était censée être tout l'univers, et ça ne s'effondrait pas, ça ne bougeait pas. Il n'y avait pas cette idée d'expansion de l'univers. Et donc, il fallait rajouter un terme pour contrebalancer la gravité, une forme d'antigravité, une propension de l'espace à s'étendre à l'intérieur de lui-même. Et c'est une constante qu'il pouvait mathématiquement inclure dans ses équations en respectant les équations. Et donc, il l'a inclus. Alors maintenant, on sait que l'univers est en expansion, et cette expansion accélérée dont je parlais tout à l'heure, eh bien, pourrait être le résultat de ce même terme qu'il a appelé la constante cosmologique, qui est simplement une propension de l'espace à s'étendre à l'intérieur de lui-même. Donc Einstein, dont on pensait qu'il s'était planté, est incapable de se planter. C'est-à-dire que le jour où il a dit ça, finalement, c'est devenu vrai. À se demander si ce n'est pas l'univers qui ne s'est pas corrigé en se disant « Attendez, il y a un truc qui ne colle pas avec ce qu'a dit Einstein, on change l'univers. » Et donc, voilà. Donc effectivement, aujourd'hui, cette constante cosmologique, cette propension de l'espace à s'étendre à l'intérieur de lui-même, se comporte exactement de la même manière que de l'autre côté, vers l'infiniment petit, se comporte ce qu'on appelle le vide quantique, c'est-à-dire que la mécanique quantique interdit que l'énergie soit exactement nulle, et si vous dotez le vide d'une énergie, il a aussi la capacité de générer ce même mécanisme. Et donc, que ce soit la constante cosmologique d'Einstein ou le vide quantique de la mécanique quantique, les deux, dans l'équation, sont indiscernables. On peut les mettre, et donc on ne sait pas distinguer les deux. Donc c'est peut-être ça. Maintenant, peut-être que c'est différent, et ça c'est ce que dira le satellite Euclide, mais pour l'instant,
effectivement, la constante cosmologique d'Einstein explique tout ce qu'on observe. Pour l'instant, c'est une explication possible, vous avez tout à fait raison, monsieur. Eh bien, on a fini. Vous voyez en arrière-plan, c'est un film qui montre un voyage sur 60 millions d'années-lumière avec les galaxies à leur vraie position. Bonjour. Oui, J'avais une question. Vous avez très peu mentionné les quasars. Enfin, vous l'avez mentionné vers la oui. fin. Est-ce que vous ne pensez pas que les quasars nous aideront à trouver le lien avec la matière noire? Vous avez quelque chose en tête, là? Avant que je Comme, parte dans tous les sens? comme ça, non, mais D'accord. C'était pour faire avancer le chimie. Alors, parce que c'est pas évident le lien entre un quasar et la matière noire, si ce n'est que les deux finissent par ar. Euh, euh, alors, un quasar, c'est une quasi-étoile, quasi-star. C'est parce que c'est un objet qui ressemble à une étoile sur la voûte céleste, qui est aussi brillant qu'une étoile, mais en réalité, c'est un objet qui est à des millions ou des milliards d'années-lumière de nous. Et pour briller autant qu'une étoile, ça veut dire qu'il a une puissance lumineuse d'environ 1000 milliards de soleils. Et un quasar qui brille comme 1000 milliards de soleils doit sa lumière à la matière qui tombe vers un trou noir. Les trous noirs au centre des galaxies représentent environ 1/1000 de la masse d'une galaxie. C'est pas rien, mais c'est très peu en comparaison de la masse des galaxies. Et la matière noire représente typiquement 6 fois plus que la masse de la galaxie. Donc vous voyez que la matière noire, c'est 6000 fois plus que la masse du trou noir. Donc, le lien n'est pas évident. Par contre, on peut utiliser les quasars comme des phares un peu situés dans l'univers pour suivre l'expansion de l'univers et essayer de tracer à quel rythme il s'étend. Donc, c'est une des choses qui est utilisée. On peut utiliser les quasars comme la technique du fou qui cherche sa clé. Alors ça, c'est une histoire que je ne peux pas raconter là où je travaille, parce que moi, je travaille à Saclay. Et quand je dis le fou qui cherche sa clé, ils me disent « Ah, m'en parle pas, j'ai pris à droite, je me suis planté. » Non, pas Saclay, la ville de Saclay, qui cherche sa clé. C'est quelqu'un qui cherche sous un lampadaire, un autre arrive et lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Je cherche ma clé. » Et elle est sous ce lampadaire? Non. Et pourquoi tu cherches là? Parce que c'est là qu'il y a la lumière. Et donc, eh bien, de la même manière, les quasars, c'est des lampadaires dans l'univers, et la lumière qui arrive jusqu'à nous traverse tout l'espace, en particulier la matière classique. Et donc, on peut avancer sur la connaissance de la matière noire en décomptant toute la quantité de matière normale. Et le meilleur moyen de voir la matière normale, eh bien, ce n'est pas à travers les étoiles, qui représentent que 10% de la matière normale. La majorité de la matière normale est dans l'espace intergalactique, qu'on voit par la technique du fou, qui marche. Avec le quasar, on voit l'absorption de la lumière par la matière normale entre. Et comme ça, on sait quelle quantité de matière normale il y a dans l'univers. Et après, le reste qui manque, ça devient la matière noire. Donc, de façon indirecte, oui, ça aide. Je m'en suis sorti ou pas? Bonsoir. Bonsoir. D'abord, merci d'être venu. Est-ce que l'univers est une illusion? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. En fait, la question que j'ai posée repose sur l'idée que lorsque l'on parle de l'univers, ce dont on parle est une représentation. Et ce n'est pas l'univers. Pour une première raison, c'est qu'on parle de ce qui est à l'intérieur d'une zone observable. Pour une deuxième raison, c'est que quand vous voyez des petites boulettes rouges et bleues dans l'image que j'ai montrée tout à l'heure du fond diffus cosmologique, ben, ce que vous voyez, c'est des boulettes rouges et bleues. Mais ce que voit un théoricien, c'est que l'épaisseur optique de la matière qui est entre vous et nous est d'une temps. Et que ça veut dire que la réalisation a eu à telle époque, que la matière noire est de temps, que les résonances sont... Enfin, tout un tas de paramètres qui sont complexes et qui sont contraints par cette distribution de petites boulettes rouges et bleues. Et ça, c'est possible dans un cadre théorique donné. Et donc, on ne regarde, qui est très efficace, mais
qui n'est qu'un cadre théorique donné. Et donc, on ne parle pas de l'univers, parce que l'univers, on ne le voit pas. L'univers, on ne voit que son passé, on ne voit que des choses que l'on déduit à travers nos lois physiques, et ce que l'on voit, c'est infime. Et donc, quand je dis l'univers est-il une illusion, ce que je veux dire par là, c'est ce que nous appelons l'univers, tel qu'on le décrit dans notre théorie actuelle, s'il est fait à 95% de composantes qui n'existent pas, si la matière noire et l'énergie noire n'existent pas, alors c'est une illusion. Or, l'histoire du doigt cassé, ça me donne envie de penser que derrière tout ça se cache bien plus que la matière noire ou l'énergie noire, mais se cache une véritable nécessité de changer de paradigme. Lorsque Newton a vu que toutes les planètes tournaient de manière synchrone à la même vitesse sur leurs épicycles, il a dit c'est une drôle de coïncidence. Il fallait changer. Lorsqu'Einstein s'est dit si je suis dans une fusée qui accélère ou sur Terre, je ne vois pas la différence, c'est une drôle de coïncidence, de nouveau, changement de paradigme. Aujourd'hui, tout tourne trop vite. Dans les galaxies, entre les galaxies, tout l'univers, c'est une drôle de coïncidence. J'ai envie de penser que c'est une illusion, et donc qu'il y a un enjeu plus grand que ça. Mais je peux me tromper. Donc je dirais oui, c'est une illusion, pour moi, notre représentation. Bonsoir, merci. Je voulais savoir, vous parliez de l'expérience italienne Dama, oui. où on arrive à détecter donc là, directement la matière noire apparemment, Oui. alors qu'on la détecte mais par des méthodes indirectes en règle générale. C'est quoi grosso modo le principe de leur expérience? Alors le Des principe... cristaux d'iodure. Comment ? Des cristaux d'iodure, vous parlez? Ouais, des cristaux de iodure de sodium, Ouais. en fait, qui sont vraiment très... c'est des cristaux où les atomes sont distribués avec une symétrie parfaite. Donc vous avez une particule de matière noire qui va cogner dedans, ou plusieurs, du fait qu'on se déplace, comme je disais tout à l'heure. En fait, et vous allez voir, en fait, ce choc dans la structure cristalline de iodure de sodium va être converti en étincelles par des convertisseurs qui... Selon l'expérience, ça va être soit des étincelles, soit un micro-réchauffement de micro-Kelvin de la matière que vous mettez. Donc là, c'est quelques kilos de iodure de sodium. Dans d'autres cas, c'est des tonnes de xénon ou de gaz rares ou de germanium qui sont placés sous terre pour éviter, si possible, la pollution par les rayons cosmiques. Et on essaye de voir s'il y a eu ce genre de mécanisme. Alors, le problème, c'est que les roches sont radioactives, elles rayonnent, et il est possible que l'été, l'hiver, ça ne rayonne pas pareil selon la température, selon des variations, qui donneraient l'illusion que c'est une variation liée à ce que je disais tout à l'heure, mais qu'en réalité, ce sont des variations saisonnières naturelles. Voilà. Donc, le fait que ce soit de l'iodure de sodium, normalement, il n'y a aucune justification pour ça. Il fallait que ce soit quelque chose de pur, mais il n'y a pas de raison que la matière noire ait une affinité pour l'iodure de sodium. C'est ce que d'ailleurs les compétiteurs ont dit. Bon, alors, pourquoi la matière noire serait détectable à l'iodure de sodium? Et les autres ont dit parce que peut-être qu'elle a une affinité pour l'iodure de sodium. Mais quelle affinité? Je ne sais pas. Donc du coup, on en fabrique d'autres. Mais il n'y a pas de raison qu'on connaisse qui fasse que l'iodure de sodium soit particulièrement sensible à la matière noire. Si vous voulez en savoir plus, l'expérience s'appelle DAMA Libra, D-A-M-A, plus loin L-I-B-R-A, et vous allez trouver plein d'articles là-dessus. Ils sont là, mais ils ne parlent pas. C'était André Brey qui disait toujours « Si vous avez compris, c'est que j'ai mal expliqué ». Des questions? Non? Ah, ils sont gentils à trois. Bon, je vois pas bien, mais... S'il n'y a pas de questions du public, moi j'aurais peut-être une petite question en attendant que d'autres questions viennent. Mais en fait, c'est au niveau de ce que vous analysez dans votre livre sur la gravitation.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie en fait une gravitation cassée? Est-ce que ce serait un moyen en fait d'expliquer la matière noire? Et est-ce que ça voudrait dire qu'il s'agirait d'un renversement de notre représentation du monde, où en fait la gravité ne serait pas ce que l'on croirait être peut-être? Alors, donc, parmi les théories dites de modification de la gravité, il y a plusieurs degrés. Donc, il y a une théorie qui s'appelle MOND, pour Modified Newtonian Dynamics, où en réalité, ce n'est pas vraiment une modification de la gravité, c'est que la loi de Newton dit que lorsqu'une force agit sur une masse, ça l'accélère. Donc, c'est F égale ma. Et lui, Mordechai Milgrom, qui a écrit cette théorie, dit oui, mais en fait, ce n'est pas ma, c'est ma plus epsilon A0. Théorie. Mais c'est-à-dire que lorsque quand on arrive à des niveaux très subtils, très fins d'accélération, on arrive à un seuil, et puis on a toujours un minimum, on n'arrive jamais à zéro. Et donc ça explique les courbes de rotation d'étoiles dans les galaxies. Donc c'est une modification à la main, je vous l'ai dit comme ça pour vous dire qu'il a juste rajouté un truc à la main qui n'a pas de justification théorique. Après, des gens ont été plus loin, ils ont modifié l'équation d'Einstein en rajoutant des termes, des potentiels. Donc, comme tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait donner une énergie potentielle à ma main. C'est une énergie potentielle gravitationnelle. Mais on peut imaginer donner un autre potentiel de quelque chose qui est autre qu'on rajoute, un potentiel supplémentaire. Alors vous allez me dire, de quel droit? Peu importe. On sait qu'il y a quelque chose qu'il faut modifier, donc on va rajouter un autre potentiel. Alors et donc on rajoute des termes, comme ça, dans l'équation d'Einstein, et on voit si ça colle, si ça explique l'énergie noire, ça explique la matière noire. Mais ça, c'est un peu du rafistolage quand même. C'est un peu du rafistolage. Après, il y a une théorie qui est très très élégante, mais qui est difficile à tester, mais qui est très élégante, qui consiste à dire que c'est ce qui s'appelle le principe holographique, c'est le fait que lorsque je regarde l'univers, il y a un horizon cosmique autour de moi, et cet horizon influe sur ce qui se passe à l'intérieur. La surface à 2D, même si elle dépend de notre point de vue, en fait, influe sur ce qui se passe à l'intérieur. Et ce principe-là, c'est une révision complète de notre conception de l'espace-temps et de la gravité, s'appuyant sur ce genre de raisonnement, alors pas nécessairement sur l'horizon cosmologique, mais sur le principe holographique, des physiciens, en commençant par Gerhard Toft, qui est prix Nobel de physique, ont écrit le fait que la gravitation, n'est pas une interaction fondamentale, que la gravitation est une propriété émergente de la nature. Donc lorsque je prends une molécule d'eau, elle a une certaine propriété, mais je ne peux pas en déduire les propriétés de l'eau liquide, dont la tension de surface a une certaine valeur, ou de l'eau solide. De l'eau solide qui flotte sur l'eau liquide, c'est extraordinaire. Normalement, un solide, c'est plus dense. Prédire ça à partir d'une molécule d'eau, c'est très difficile. Ce sont des propriétés émergentes. Si je mets des électrons, des atomes, des molécules dans un ordre à peu près le même que ma tête, ça ne fera pas ma pensée. Ma pensée est une propriété émergente. Et bien, de la même manière, ce que dit Gerhard Toft et d'autres, c'est que la gravité n'existe pas à l'échelle microscopique. Elle n'existe qu'à l'échelle macroscopique comme une propriété émergente. Vous allez me dire, attendez, la gravité, c'est quand même quelque chose qu'on connaît bien. Non. En fait, on n'a jamais testé la gravité en dessous du 10e de millimètre. On ne sait pas si elle existe. Et donc, eux disent, si vous pouviez tester la gravité au-dessous du 10e de millimètre, vous verriez qu'il n'y en a pas. Qu'elle émerge seulement autour de la dimension des environs du millimètre, un petit peu plus, un petit peu moins, et qu'en dessous, il n'y en a pas. Et que la gravité vient de propriétés de surface qui environnent les particules. Alors, même lui dit que je ne sais pas trop. Il s'appuie en fait pour ça sur des théories qui sont nées de l'étude des horizons des trous noirs, etc. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, les mathématiques sont compliquées là-dessus, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que cette possibilité-là est troublante. Que la gravité soit une propriété émergente de la nature. Et dans ce cas, ce que dit Gerhard Toft, c'est que si nous n'avons jamais réussi à réconcilier les deux infinis, la mécanique quantique et la relativité générale, c'est parce qu'il n'y avait pas de raison de le faire, parce que la gravité, qui est la manifestation de l'espace-temps, n'est pas une interaction fondamentale.
ça serait la même chose que d'essayer de traduire la pression exercée par un courant d'air comme une interaction fondamentale. C'est une propriété émergente d'un grand nombre de particules qui se déplacent. Ce n'est pas une interaction fondamentale, la pression d'un courant d'air, ou quand je souffle dans un ballon. Ce n'est pas une autre force fondamentale. Ben, la gravité, c'est pareil. C'est comme souffler dans un ballon, d'après lui. Alors si c'est vrai, c'est intéressant, et une des implications, ça serait que le monde dans lequel on vit serait granulaire. C'est-à-dire que si on pouvait voir à une certaine échelle de taille, ben, on commencerait à voir les pixels de l'image. Alors, c'est des pixels qui sont tout petits, qui ont la longueur de Planck, c'est tout petit, mais il y a maintenant certaines expériences, comme de nouveau des photons qui venaient très loin dans l'univers, qui commencent à flirter avec ces longueurs de Planck. Donc, peut-être que demain, on en saura plus sur ça. Mais là, il y a un changement de paradigme complet. Si la gravité n'est pas une interaction fondamentale, si c'est une propriété émergente, qui nous dit qu'on ne sera pas capable de faire de l'antigravité demain en changeant certaines propriétés et que, oubliez la pollution avec telle ou telle voiture, je mets une ceinture antigravité, je me déplace, sympathique. On n'en est pas encore là, mais pourquoi pas? Oui, vous nous avez dit tout à l'heure que les galaxies s'éloignaient à une certaine vitesse et qu'il y aurait eu une certaine accélération, enfin, découverte d'une certaine accélération. La gravité, elle a l'air de se présenter un peu comme un élastique, c'est-à-dire que quand on envoie un boulet vers l'espace avec une certaine vitesse au départ, il va suffisamment vite, il va s'échapper de la gravité, il ne va pas assez vite, il va retomber sur la Terre, enfin sur la planète d'où il est lancé. Est-ce que là, finalement, on n'aurait pas cassé l'élastique, c'est-à-dire que les galaxies ne seraient pas éloignées suffisamment pour que finalement, l'élastique étant cassé, à nouveau, il y a une accélération de vitesse? En fait, si vous envoyez un objet dans le ciel avec une vitesse plus grande que la vitesse d'échappement de l'attraction terrestre, par exemple, de 11 km par seconde, ce qui va se passer, c'est que votre objet, il va rester à vitesse constante. Il ne va pas accélérer. Il faut que vous lui donniez une grande vitesse pour échapper à l'attraction de la Terre. Mais une fois qu'il a échappé à l'attraction de la Terre, la vitesse qu'il a, il la garde. Il n'accélère pas. Le mouvement, le repos dans l'espace, ce n'est pas d'être immobile, c'est d'être en déplacement à vitesse constante. Mais maintenant, imaginez que vous lanciez une fusée dans l'espace avec une puissance qui est complètement contenue dans les réservoirs de gaz de ces boosters. Elle épuise ses réservoirs pour sortir de la gravité terrestre. Elle n'a plus de gaz, elle n'a plus de boosters. Elle jette ses boosters. Il ne reste plus que le petit bout du satellite qui est là. Et puis il se déplace comme ça, et vous le regardez. Et tout d'un coup, il se met à accélérer. C'est ça qui se passe. Et là, la seule chose que vous pouvez vous dire, c'est il a un booster caché, ou etc., etc. En fait, c'est arrivé, avec une sonde Pioneer, il s'est mis à accélérer, et on a commencé à penser que c'était un truc bizarre, puis jusqu'à ce qu'on réalise qu'en fait, il y avait des différences de température qui faisaient qui pouvaient expliquer le mécanisme avec quelque chose de naturel. Mais ce qu'on voit là, c'est ça, c'est-à-dire une accélération qui demande un supplément d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'énergie noire. Ce n'est pas simplement que l'élastique est cassé. C'est qu'il faut qu'ensuite, il faut le pousser. Vous shootez dans un ballon, le ballon monte, commence à redescendre, puis paf, il repart. Pas mal le ballon, sauf que vous n'avez plus de ballon. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, il y a 6 milliards d'années, l'univers a cessé d'avoir son taux d'expansion ralentir. Il y a 6 milliards d'années. Il s'est mis à accélérer, à reprendre l'accélération. Et il y a 3,6 milliards d'années, la quantité d'énergie contenue dans l'énergie noire est devenue 50% du contenu énergétique de l'univers. C'est-à-dire que cette énergie-là, c'est un peu comme une énergie du vide, plus vous avez d'espace, plus vous en avez. Donc plus l'espace grandit, plus vous en avez. Et il y a... Alors, je veux dire là, c'est un peu troublant, mais c'est mnémotechnique, et il faut faire attention aussi, c'est qu'au moment où la vie est apparue sur Terre, l'énergie noire a commencé à dominer et a empêché la formation de nouvelles structures, de nouveaux amas de galaxies, etc. C'est assez rigolo. Quand les gens jouent au principe anthropique ANTHRO en se disant l'univers a une intention, là, c'est vrai que c'est un truc qui est assez rigolo. L'univers fabrique la vie, une fois qu'il l'a fait, pouf, il accélère, il ne sait plus la peine d'en refaire d'autres. Il y a 3.
Je l'ai fait, c'est bon. Donc en fait, cette énergie-là, elle a commencé à dominer depuis 3,6 milliards d'années, à peu près. D'un point de vue mnémotechnique, c'est environ au moment où la vie est apparue sur Terre. Et depuis, elle ne cesse de dominer. Donc dans le futur, 90%, 99%, 99,99% de l'énergie de l'univers, ce sera cette énergie-là. Mais si c'est la même énergie que celle qui a fait le premier Big Bang, on n'en sait rien. Mais si elle a une propriété analogue, alors tout est possible. C'est-à-dire qu'elle peut tout à fait ensuite se transformer en matière et générer un nouvel univers. Auquel cas, ça ne serait pas ce qu'on appelle la mort froide de l'univers où tout est séparé et vous ne formez plus d'étoiles et puis ça s'éteint. Ça serait la genèse d'un autre univers, un nouveau Big Bang. On n'en sait rien. Alors Euclide va mesurer, donc Euclide est un satellite qui va mesurer les distorsions spatio-temporelles. Donc il va regarder des images où il y a des millions de galaxies. Et les galaxies, comme vous les voyez là sur ce film, les galaxies ont des formes spirales ou elliptiques qui sont plus ou moins allongées et qui ont des orientations dans tous les sens. Eh bien, lorsque vous regardez ces orientations, elles sont aléatoires. Mais si maintenant je mets entre cette région-là et nous une distorsion de l'espace par une masse invisible, ben ça va courber un peu la forme des galaxies de façon peu discernable pour chacune d'entre elles, mais si vous les regardez toutes, vous allez commencer à voir qu'elles suivent des lignes. C'est ce qu'on appelle un effet de micro-lentille gravitationnelle. Et grâce à ça, on peut cartographier la quantité de matière noire présente il y a 50 millions d'années-lumière, il y a 100 millions d'années-lumière, il y a 1 milliard d'années-lumière, enfin, à une distance d'1 milliard d'années-lumière, pardon, à une distance de 3 milliards d'années-lumière. Donc vous faites des tranches d'univers, et dans chaque tranche, vous faites une cartographie, comme les cartes, vous pouvez voir la hauteur de l'Himalaya, de machin, la quantité de matière noire, leur distribution, et vous faites cette carte. Et ensuite, vous pouvez remonter le film, et comme la matière noire ne subit que la gravité, rien d'autre, vous allez voir la gravité agir sur la matière qui subit que ça au cours du temps dans un univers en expansion. Et ça, eh bien, si c'est de la matière noire telle qu'on la suppose, c'est-à-dire des particules qui ont 1000 fois la masse du proton, par exemple, bah, ça va suivre une loi très précise qui est imparable. Si c'est la loi de la gravité d'Einstein et si c'est la matière noire telle qu'on la connaît, alors nos simulations à l'ordinateur vous disent exactement quelles doivent être ces cartes. Mais alors, au pouillème près. Et s'il y a un écart, là, on ouvre la porte vers un autre monde. Ce qui est difficile, c'est que traduire cet écart en quelle est la nature de l'énergie noire ou de la matière noire, c'est compliqué. Mais au moins, on pourra commencer à rentrer dans cette autre dimension. Parce que le rythme auquel changent les structures de matière noire est conduit par la gravité et par l'énergie noire. Et donc, si c'est une constante cosmologique, si ce sont des particules de 1000 fois la masse du proton, bah, on sait exactement ce qui devrait se passer. Donc, Euclide va cartographier la géométrie de l'espace-temps sur la quasi-totalité de l'univers, enfin une grosse fraction de l'univers, et sur une grosse fraction de l'histoire de l'univers. C'est ça son leitmotiv. Comment ? Alors, le résultat, il faudra attendre 2027. Il faut 5 ans de sondage de l'univers pour accumuler suffisamment de données pour avoir toutes ces tranches. Parce que pour mesurer les distances de toutes ces galaxies, on est obligé de les mesurer dans plusieurs couleurs différentes, dans plusieurs bandes différentes, pour pouvoir en déduire leur distance. Et il faut cartographier l'ensemble, mesurer les distances. Il y a du boulot. On est 2000 sur le coup. Mais je dois reconnaître qu'ils ne sont pas tous aussi actifs les uns que les autres. Il existe plusieurs sondes. Il y a celle que je viens de vous décrire là, mais il y en a d'autres. Il y a le fait que les amas de galaxies, eh bien, le nombre d'amas de galaxies dans l'univers est aussi quelque chose qui dépend de la matière noire et de l'énergie noire. Et donc, on compte les amas de galaxies. Et pour vous dire la vérité, aujourd'hui, il y a une petite tension entre le nombre d'amas de galaxies et notre modèle cosmologique. Et on ne sait pas si cette tension, c'est une tension anecdotique ou si c'est déjà un signe que notre modèle est faux. Certains disent que c'est un signe déjà que notre modèle est faux. Il y a
il y a un écart du nombre d'amas de galaxies par rapport à ce qu'on attendrait. Et donc, voilà. Un autre truc aussi, c'est que le taux d'expansion de l'univers, qui est mesuré par les supernovae et qui est mesuré par le fond diffus cosmologique, ils sont différents. Il n'y a pas de raison, parce qu'il n'y a qu'un univers. Et donc, ça peut être aussi une forme d'illusion qui est générée par le fait qu'on est dans une région spéciale de l'univers, qui est peut-être un peu sous-dense et qui subit des effets de mouvement des galaxies qui ne vient pas uniquement de l'expansion, mais qui vient d'attraction gravitationnelle par ailleurs, ou pas. Et si ce n'est pas, c'est de nouveau un signe qu'il y a une tension. Alors aujourd'hui, on ne dit plus que le modèle ne marche pas, parce que comme on n'a pas d'autre modèle à se mettre sous la main, on dit il y a une tension. Alors quand vous allez dans les conférences, les gens parlent de j'ai une tension. J'ai 2 fois moins d'amas que ce que je devrais. Les autres lui disent oui, mais par les temps qui courent, la crise, tu ne devrais pas te plaindre, tu pourrais en avoir encore moins. Et en général, ça finit mal parce qu'il y a celui qui travaille dans les rayons X et qui mesure les masses des amas de galaxies en rayons X, qui dit moi j'ai bien mesuré les masses de mes amas, et celui qui travaille sur le fond diffus cosmologique lui dit j'y crois pas. Et l'autre lui dit moi je crois pas à ton fond diffus. Bon voilà, donc il se renvoie la balle comme ça. Il y a un acteur qui vient jouer un petit peu là-dedans, qui est le neutrino, qui est une particule normale, qui aurait pu être un candidat à matière noire, mais il a une petite masse, mais pas assez. Alors après, on a imaginé la possibilité parce qu'on a compté le nombre de neutrinos qui venaient du Soleil, puis des centrales nucléaires. Alors au début, en venant du Soleil, ça ne collait pas. Et après, on s'est rendu compte qu'il changeait de sexe en chemin. Et le neutrino se transformait. Et donc du coup, on n'avait pas le bon nombre de neutrinos à l'arrivée, mais c'était normal parce qu'on détectait les mâles et on n'avait pas les femelles. Mais après, on a dit, OK, on a un nouveau modèle avec 3 types de neutrinos qui peuvent changer, etc., de sexe. Et puis après, on a appliqué ça dans les détections de centrales nucléaires, et puis ça ne marchait pas. On se dit, peut-être qu'il y a un neutrino stérile. Et il n'y a pas de sexe. Enfin, c'est un neutrino. Et alors là, s'il existait, puis s'il avait une masse dedans, ça expliquerait la matière noire. Mais ça, alors là je rentre un peu dans la technique, c'est de la matière noire chaude, c'est-à-dire qu'en fait, si la matière noire était faite de neutrinos, il n'y aurait pas de petites galaxies dans l'univers, parce qu'elles auraient été diluées, et en fait, il y a plein de petites galaxies dans l'univers, donc ça ne peut pas non plus être ça. Donc voilà, c'est là où on commence à couper les cheveux en 4, et là je vais vous perdre. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question pour vous. C'est la vitesse d'expansion de l'univers, est-ce qu'elle diminue? Et s'il diminue, est-ce qu'il y a un moment que l'univers a arrêté d'expandre? Alors, elle a diminué la vitesse d'expansion de l'univers, le taux d'expansion de l'univers. Donc, en gros, si on prend une distance de 1 million d'années-lumière, la vitesse à laquelle ces 2 points s'écartent, ça a diminué pendant 7,8 milliards d'années. Et au bout de 7,8 milliards d'années, elle s'est mise à augmenter. Donc, c'est-à-dire il y a 6 milliards d'années. Et c'est ce que j'appelais l'expansion qui accélère de l'univers. Et donc maintenant, elle ne fait qu'accélérer. Donc si on projette dans le futur, la vitesse d'expansion de l'univers, aujourd'hui, si je prends 2 points situés à 3 millions d'années-lumière de distance, chaque seconde, ils s'écartent de 70 km. Mais dans le futur, ils s'écarteront de 500 km, de 1000 km, de 10 000, d'1 million. C'est un phénomène exponentiel, c'est une explosion, enfin quelque chose qui est en train de partir dans tous les sens. Donc la vitesse, le taux d'expansion de l'univers, ou la vitesse qui sépare 2 points dans l'espace-temps, augmente, ne diminue pas. D'où l'idée d'introduire une forme d'énergie qui pousse à faire ça, qu'on appelle l'énergie noire. Alors, je dirais que, en termes de préalable, pas nécessairement. Parce que même pour Einstein, en fait, il avait une intuition physique qui était liée à le principe d'équivalence, qui fait que la masse inerte et la masse grave sont les mêmes. Et un certain nombre d'idées qu'il avait,
Et quand il a travaillé mathématiquement, logiquement, avec Marcel Grossman, qui était un mathématicien encore meilleur que lui, il est allé à un moment donné dans une certaine voie, et il a dit non, j'arrête. C'est pas la bonne voie, je prends une autre voie. Alors que mathématiquement, logiquement, cette voie était bonne, était possible. Il a choisi une autre voie. Donc le préalable au développement mathématique n'est pas nécessairement un développement mathématique et logique. C'est souvent soit une intuition, soit une analogie. Et Einstein s'est appuyé sur des analogies. Et une bonne partie des grandes découvertes scientifiques reposent, en termes de préalable au développement mathématique, sur des analogies qui sont pertinentes. L'écoulement de l'eau et l'électricité, la gravité et l'accélération, etc. C'est des analogies qui deviennent ensuite tellement puissantes qu'aujourd'hui, si vous disiez que vous ne croyez pas à la relativité d'Einstein, votre GPS, au bout d'une journée, il se tromperait de 18 km. Et donc, si vous êtes près d'une falaise, vous êtes mort. Donc, vous avez intérêt de croire en Einstein. Voilà. Alors après, est-ce que les mathématiques sont nécessaires à la science ? La science que nous, on connaît, qui est pour certains très puissante, pour d'autres balbutiante, cette science-là, son langage, ce sont les mathématiques. Et donc, je suis incapable de répondre à une question qui serait peut-on avancer dans la connaissance, avoir des découvertes, développer de nouvelles technologies, etc., comprendre l'univers sans l'outil mathématique? Je ne peux pas répondre à la question. C'est comme si vous me demandiez de vous dire quelque chose sans parler. Aujourd'hui, nous, c'est ça qu'on a. Si le jour où on entrera en contact avec une civilisation extraterrestre, peut-être qu'eux nous diront, vous êtes cons, il y avait mieux. Mais pour l'instant, toute la physique qu'on développe s'appuie sur des mathématiques. Comment ? Non, mais on peut, ça dépend ce qu'on cherche. C'est-à-dire que si on veut, de la même manière que certains musiciens ne connaissent pas les partitions et peuvent jouer des morceaux très beaux, vous pouvez améliorer des voitures en ayant une intuition, une connaissance, etc., très fine, sans pour autant connaître toute la thermodynamique du moteur, etc. Mais par contre, Eddington, lorsqu'il a travaillé sur l'électricité, il n'était pas nécessairement un grand théoricien, et il a fait des progrès énormes. Donc effectivement, on peut avoir des progrès technologiques, etc. Mais lorsqu'il s'agit de... tout dépend de ce qu'on appelle la science, si on veut faire des progrès. Mais si on veut décrire qu'on appelle, nous, les lois fondamentales de l'univers, et si on veut décrire par abstraction la nature des phénomènes qui sont à l'origine des changements dans l'univers, là, c'est pas ça la mathématique. Parce que la physique décrit le changement dans l'univers au travers de processus abstraits. Et le moyen d'abstraction, c'est pour nous les mathématiques. Peut-être d'autres personnes ont d'autres points de vue. Et ils ont peut-être d'autres idées. Moi, j'ai un point de vue petit. En tout cas, merci encore. Je pense que là, nous allons, si vous voulez continuer la discussion, de toute façon, nous allons organiser une table de livres. Donc, pour ceux qui souhaitent approfondir par la lecture donc de votre livre. En tout cas, merci encore à l'UTT de d'avoir co-organisé cette soirée. Merci beaucoup à David Elbaz pour toutes ces explications et ces questionnements ouverts. Excellente soirée à tous.